Donc voilà, j'ai prévu de vous projeter un diaporama qui évidemment sera forcément très limité par rapport à ce que j'aurais aimé, ce que je pourrais vous dire sur l'évolution du dialogue social, qui est une terminologie finalement assez récente malgré tout. Et j'essaierai de voir, alors les nouveaux thèmes, bien sûr, les nouvelles pratiques, mais derrière, ce qui m'intéresse, c'est ces références, ces mondes sémantiques qui nous apparaissent au fil des évolutions législatives. Et alors, je reprendrai Ernst Kantorowicz, qui était spécialiste de droit médiéval, et qui est dans The Definition of Law, qui est un petit ouvrage qu'il écrit où il essaie d'expliquer ce qu'est le droit. Et il dit, deux termes ne sont jamais identiques. Donc on ne peut jamais dire que, par exemple, un statut du personnel, c'est une convention collective, que le dialogue social, c'est de la négociation collective. Non, en droit, vous savez bien nous sommes tenus par les catégories juridiques. Les effets de droit que l'on attache à une catégorie juridique ne sont pas les mêmes. Le dialogue social n'est pas la négociation collective. Ce qui ne veut pas dire que la négociation collective soit pas englobée dans ce magma qu'est le dialogue social. Mais par-delà l'évolution des mondes sémantiques, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, finalement, ce droit de la négociation collective va être enchâssé dans un ensemble de réformes qui font sens par-delà les gouvernements. Je pense que on a tous compris aujourd'hui que la succession des différents gouvernements n'entraînait pas des revirements, mais une certaine continuité dans les réformes, que ce soit en 2004, une loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social. On intègre dans le droit, pour la première fois, dans un titre de loi, la notion de dialogue social qui n'est pas définie. 2007, ce sera la loi Larcher qui le définira. 2008, loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. On voit bien, on réforme la représentativité des organisations syndicales de salariés, pas des organisations professionnelles d'employeurs. On leur appliquera d'autres critères de manière à ce qu'on puisse maintenir une certaine représentativité, un certain ordre de la représentativité, pour le dire rapidement, et ne pas remettre en cause la représentativité. Donc on choisira un autre mode de désignation de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs, mais on voit déjà que la réforme du temps de travail va ouvrir, comme un ballon d'essai, les possibilités de dérogation à cette hiérarchie des normes conventionnelles qui quand même structure notre ordre juridique du droit de la négociation collective depuis 1936, création de l'extension. Ce mécanisme que les étrangers, les juristes étrangers ne comprennent pas facilement, mais qui nous envient sans très bien savoir ce que l'on met derrière. Alors, 2015, loi relative au dialogue social et à l'emploi. 2016, loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Et puis, ordonnance de 2017. Et évidemment, j'ai pas mis la loi Larcher, relative 2007, la plus importante, au renforcement de la négociation collective. Mais la loi Larcher concerne le dialogue social. J'y reviendrai, pas le droit de la négociation collective. Donc, on voit bien que ces différentes évolutions législatives vont porter cette notion de dialogue social en même temps qu'on transforme le droit de la négociation collective. On crée un monde sémantique. Ce nouveau monde sémantique, on va le retrouver également au travers de notions que vous tenez certainement pour acquises. Mais en bon juriste, il faut s'interroger sur l'émergence dans le champ du management en particulier, parce que évidemment toutes ces évolutions nous viennent, pour reprendre Thibault Le Texier, du maniement des hommes, du management. Il ne faut pas oublier d'où vient la notion française de management, le maniement des hommes. On va voir apparaître des notions comme pilotage, feuille de route, agenda, gouvernance, régulation, innovation, mobilité, l'injonction à la mobilité ou le désir de mobilité des salariés que l'on voit dans les débats parlementaires. Des générations spontanées naissent avec un désir de mobilité. La notion de périmètre, il n'y a plus de champ d'application. Enfin, en droit, on connaît le champ d'application, le périmètre, sauf à penser un monde dans l'horizontalité beaucoup plus que dans la verticalité. Et c'est ce que nous donne à voir ces évolutions sémantiques. Résilience, récemment, je vous renvoie à un ouvrage qui va paraître à Toulouse, dans le cadre d'un travail qu'on a fait collectivement sur la résilience, l'entreprise résiliente. Je prends beaucoup de distance avec cette notion. Et notamment, j'ai réalisé un entretien avec Serge Tisseron, psychanalyste, qui a une approche de la résilience beaucoup plus critique que Boris Cyrulnik. Et notamment, il fait le lien avec toute cette évolution de la résilience comme mode d'appropriation d'un fonctionnement de l'entreprise qui serait résiliente. Donc, je vous invite, quand il va sortir, pas tout de suite, à vous reporter à cet entretien, que je trouve qui est vraiment passionnant. Ce que dit Serge Tisseron, bien sûr, il est passionnant. Donc, feuille de route, voilà, il n'y a plus de programme politique. Gauche-droite, on sait très bien que ça n'existe plus. De toute façon, la voie nous est donnée. La direction nous est donnée déjà depuis longtemps. Donc, on
on enchâsse, on enveloppe un programme politique dans une feuille de route avec une direction qui est donnée, puisque le propre de la feuille de route, c'est de tracer une ligne droite ou détournée, mais pour aller dans une direction qui est donnée. L'agenda, voilà, on voit que cette notion de dialogue social, plus largement, est englobée dans un nouveau monde sémantique qui transforme nos représentations des relations collectives de travail, nos représentations du travail, donc c'est loin d'être anodin, c'est loin d'être anodin. Alors, oui, quand même. C'est un travail que je suis en train de réaliser dans le cadre d'un congé de recherche sur la part de la technique dans la transformation du droit du travail. Alors, évidemment, la digitalisation, on pense au premier plan à la digitalisation, mais on voit bien que ces notions que j'ai énoncées précédemment, ces termes qui se diffusent dans le langage courant, participent j'y reviendrai, une déconflictualisation des rapports sociaux, par l'utilisation de la technique, c'est-à-dire le droit serait finalement rapporté à une technique juridique qui n'aurait plus besoin de mettre en avant des conflits qui n'existeraient plus, puisqu'on saisirait le droit dans sa seule dimension technique. Et quand la notion de dialogue social est intégrée dans le droit, alors en 2007, les débats sont très clairs. Je pense que j'ai extrait un plus récent. Donc là, c'est l'exposé des motifs du projet de loi de 2016 visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs, favoriser une culture du dialogue et de la négociation. Le présent projet de loi s'inscrit dans cette lignée, donner au dialogue social une place beaucoup plus importante dans la définition des règles sociales, pour que le pays passe enfin d'une culture de l'affrontement à une culture du compromis et de la négociation. Alors, moi, personnellement, je suis pas une arc-boutée et je prône pas le conflit. Ce qui est plus problématique, c'est quand on nie le conflit. Je renvoie encore à un livre qui vient de sortir de Serge Tisseron sur le déni, où il explique très bien comment notre société aujourd'hui fonctionne sur un certain nombre de dénis. Le dialogue social tel qu'il est intégré dans le Code du travail, en tout cas dans les débats parlementaires qui permettent d'éclairer la façon dont cette terminologie, ce concept intègre le Code du travail, montre qu'en fait, on porte une certaine idée d'une société sans conflit. Alors, pour arriver à une société sans conflit, il faut dépasser le conflit, on ne peut pas nier le conflit. Or, le dialogue social tel qu'on nous le donne aujourd'hui à voir, tel que les textes le portent, s'inscrivent dans l'idée donc d'une déconflictualisation des relations professionnelles. Alors, si j'essaie de comprendre ce qu'est le dialogue social de manière générique, c'est-à-dire cette terminologie qui transforme nos représentations des relations collectives de travail, on peut englober plusieurs évolutions subsumées, rassemblées dans cette idée de dialogue social. La décentralisation du droit de la négociation vers l'entreprise, ça vous saisissez, je ne vais pas revenir. On a quand même un processus de déconstruction de la hiérarchie des normes conventionnelles. Je passe rapidement. Avec un rôle subsidiaire de la branche, en plus de leur diminution, de leur restructuration, elles ont une fonction d'appui, de plus en plus d'appui, de moins en moins finalement de lieu d'élaboration de la norme juridique. Le seul fait, par exemple, que l'on puisse avoir recours alternativement à l'entreprise et à la branche, interpelle au premier plan le juriste sur les fonctions de la négociation collective de branche. Quand on regarde en 1936, le moment où l'extension est créée, l'idée c'est de mettre en œuvre la loi de la profession, mais l'accord d'entreprise, enfin on signe des accords sur les tarifs, sur les salaires, mais on n'a pas un accord d'entreprise, une négociation d'entreprise qui est développée comme on peut l'avoir aujourd'hui, mais l'histoire du droit de la négociation collective nous montre qu'il n'y a pas d'interéchangeabilité, c'est-à-dire qu'on ne négocie pas la même chose au niveau de la branche et au niveau de l'entreprise. Donc quand le législateur institue ce mécanisme de subsidiarité, il méconnaît 70 ans d'histoire du droit de la négociation collective, mais surtout, il vide progressivement la branche de sa raison d'être. C'est-à-dire qu'on va négocier au niveau de la branche, excusez-moi l'expression, ce qui mange pas de pain, l'emploi des travailleurs en situation de handicap, l'égalité femmes-hommes, moi tout le monde est d'accord, il n'y a pas de conflit sur ces sujets. Mais on perd de vue que la branche était quand même le lieu où l'on uniformisait les conditions de la concurrence, où l'idée c'était d'éviter les règles de dumping social. Ça n'est pas anodin parce qu'il faut mettre en perspective cette évolution avec la mondialisation et le rôle des accords cadres transnationaux.
qui supplante en fait la branche. Pour aller vite, la branche se vide de sa substance parce que la substance aujourd'hui, le jeu, il se joue au niveau international et dans les accords cadres transnationaux, pas au niveau des accords de branche. Mais ça, on le verra dans quelques années. Place croissante de l'accord de groupe, j'y reviendrai. La question des négociations territoriales et la place des régions, ça fait très longtemps que l'Union européenne ne se préoccupe plus des États, ce qui est le niveau d'intervention, le niveau politique pertinent pour l'Union européenne, le niveau de réception des normes européennes, ce sont les régions, mais ça fait déjà très longtemps que les financements de l'Union européenne, du Fonds social européen, sont dirigés vers les régions, avec des critères d'éligibilité qui paraissent techniques, mais dans les critères d'éligibilité, il y a des orientations politiques qui sont données, qui ne sont pas discutées, qui ne sont pas négociées, qui sont le propre donc du fonctionnement de ces fonds. Et voilà comment on transforme des systèmes juridiques ou des systèmes, parce que des fois on est sur de la norme, on est souvent sur de la norme non juridique, mais des systèmes, des façons d'agir, je ne sais pas comment les qualifier, en utilisant donc les financements qui vont sous couvert donc de normes techniques, d'argent qui est donné, transformer nos propres systèmes juridiques indirectement. En tout cas, il y a une effectivité sur nos systèmes juridiques. Tout ça, voilà, c'est le dialogue social. Si je devais, de manière très schématique, essayer de réaliser donc une synthèse, voilà l'ancien monde avec le principe de hiérarchie des normes et puis évidemment le principe de faveur. Donc ça, je reviens pas dessus, sachant que la notion de norme équivalente n'a rien à voir évidemment avec le principe de faveur. Et puis là, on voit un entre-deux finalement qui se dessine au fur et à mesure avec 3 blocs de négociation et une espèce de magma avec une difficulté, y compris pour les accords d'entreprise que j'ai étudiés, de savoir ce qui relève de blocs. Il y a une confusion dans les accords qui ont été signés. Alors vous me direz, il faut un temps d'appropriation sûrement, mais il y a une confusion et là on trouve beaucoup d'accords dans lesquels la notion de garantie au moins équivalente est appliquée pour les 3 blocs. Comme ça c'est plus simple, de toute façon ça évite les problèmes. Donc on voit finalement un système qui a une horizontalité beaucoup plus importante qu'avant. Donc je passe vite, je passe également sur ces questions, parce que je pense que vous connaissez. Bloc 1, bloc 2, on voit bien qu'on a une nouvelle architecture qui est quand même assez difficile à maîtriser aujourd'hui pour les entreprises. On voit également, en fonction des couleurs, que ces évolutions sont le fait de différentes lois. Il y a quand même une continuité dans l'idée qu'il faudrait décentraliser la négociation au niveau de l'entreprise. Encore une fois, avec la critique qui est qu'on ne négocie pas a priori, on ne devrait pas négocier la même chose au niveau de la branche et au niveau de l'entreprise. Et on perd finalement de vue la fonction originelle première de la branche. Bloc 2, ce dont on se rend compte dans les travaux, alors c'était le ministère du Travail, la DARES, je crois, c'est que finalement, il y a assez peu de clauses de verrouillage dans les accords de branche qui ont été institués. Donc, on est dans un système qui transforme progressivement le rôle, les fonctions de la branche. Donc là encore, je passe, je pense que vous devez connaître... Je préfère donc m'arrêter un peu plus longtemps peut-être sur l'évolution des fonctions de la négociation collective et dans les réformes les plus... À quand on pourrait faire dater, je sais pas, l'entretien professionnel est un des stigmates, peut-être une des marques de cette évolution. La négociation collective, l'entreprise sont devenus des outils d'accompagnement des politiques publiques et notamment des politiques publiques de l'emploi. Alors, peut-être la référence la plus symptomatique, emblématique, sont les articles L1 à L3, vous savez, du Code du travail, puisque tout projet de loi doit être précédé d'une saisine des partenaires sociaux. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps. Combien il me reste de temps ? 5 minutes. Bon, 14. On y reviendra peut-être, mais sachant qu'évidemment, il faudrait modifier la Constitution pour que l'ANI, l'Accord national interprofessionnel, puisse lier l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc évidemment, le Parlement n'est pas lié par cet Accord national interprofessionnel, ce qui est quand même problématique d'un certain point de vue, parce que ça permet à un gouvernement de communiquer sur le fait que la loi a une légitimité très large, puisqu'elle a été précédée d'un ANI, éventuellement signée à l'unanimité, sauf que le législateur fait son marché. Je citerai Pierre Legendre et le self-service normatif, c'est-à-dire on prend ce qui intéresse. Or, vous savez très bien qu'un accord collectif est indissociable et on ne peut pas le dépecer, parce que certaines clauses
ont été lâchés par l'une ou l'autre partie. On a lâché sur certaines clauses parce qu'on a obtenu ailleurs. Donc ça n'a pas de sens de déconstruire, de dépecer un accord ou une convention collective. Mais bref, c'est ce que permet l'article L1 à L3. Au niveau des branches et des entreprises, la question du dialogue social environnemental me semble intéressante. Alors, on a cette loi récente du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience. Ça y est, la voilà, cette résilience. Quand même, Cyrulnik limite la résilience à l'homme. Hein. C'est pas d'entreprise résiliente pour lui. C'est dans la théorie qu'il n'invente pas, puisque ça... C'est Amy Werner à Hawaï qui crée cette théorie de la résilience en 1950. Donc ensuite, Cyrulnik la reprendra à son compte. Mais on voit donc renforcement de la résilience, cette idée donc que l'on pourrait rebondir, hein, puisque c'est l'étymologie du terme. Alors, la transition écologique devient un sujet de négociation triennale, avec plusieurs liens que j'ai cités, que l'on retrouve dans le Code du travail, mais et objet de consultation du CSE. Mais est-ce à l'entreprise de se préoccuper de dialogue social? Alors oui, si le lien est fait avec les conditions de travail, bien sûr, de transition énergétique. Est-ce à l'entreprise parce que je sais que j'ai pas le temps, donc je cours. Est-ce à l'entreprise de se préoccuper d'environnement? Oui, s'il y a un lien avec les conditions de travail. S'il n'y a pas de lien avec les conditions de travail, au nom de quoi une entreprise serait tenue de se préoccuper de l'environnement? Hormis le fait, bien sûr, qu'elle ne doit pas polluer ou dégrader l'environnement, mais ça interpelle sur le rôle que l'on fait jouer. Je porte pas de jugement de valeur, hein, je m'interroge. Hein, je ne porte pas de jugement de valeur. Je dis pas c'est bien, c'est pas bien. On voit apparaître des métiers verts et la référence, notamment au niveau européen, à l'écologisation de l'économie. Et ça, c'est important parce que derrière, on voit le dispositif Transco, par exemple, émerger, c'est-à-dire l'idée que les transitions d'un métier, sécurisation des parcours professionnels d'un métier à l'autre, finalement, elle va s'imposer d'autant plus que les métiers verts émergent et qu'un certain nombre de métiers disparaissent. Donc, on voit des dispositifs financés par l'Union européenne, notamment, à coût d'une somme conséquente, reprise évidemment par l'État français, donc ce dispositif Transco, transition collective, qui permettent de faciliter la mutation d'un emploi vers un autre, la transformation des emplois et la transformation donc des compétences et des qualifications. On peut également faire le lien avec, articuler avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, pardon. Et donc, on voit se former un marché des transitions professionnelles régulé par l'État. Donc, la transition écologique est aussi, dans les politiques publiques, un des moyens pour favoriser le marché des transitions. Alors, je passe sur les organismes qui se mettent en place, alors qui sont contrôlés par l'État, agréés, mais qui créent des marchés de la transition. Ça a un coût. Il y a des organismes derrière qui s'en emparent. Je passe là-dessus parce que je voudrais terminer sur, en allant très vite, j'en suis vraiment, vraiment désolée. J'espère ne pas être trop caricaturale. La façon dont la négociation collective s'inscrivant dans ce dialogue social beaucoup plus global participe à la reconstruction d'un ordre mondial. Et ça, c'est l'introduction que j'avais fait à un ouvrage pour le centenaire de l'OIT sur bref, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est l'avenir de l'OIT. C'était l'intitulé dans l'introduction à l'ouvrage que j'avais dirigé il y a peu de temps. Donc le rôle des accords cadres mondiaux. On voit aujourd'hui de plus en plus des accords cadres mondiaux qui créent des systèmes de sécurité sociale. Alors, on va dire dans certains pays, ils n'existent pas, d'accord, de prévoyance, de protection sociale, qui s'appliquent en général, c'est les salariés des sociétés des filiales, mais ça peut éventuellement, certaines mesures sociales peuvent concerner les salariés des sous-traitants. Donc, dans le cadre de la RSE et du devoir de vigilance notamment. Le problème qui se pose, c'est que dans un État comme le nôtre, dans lequel le système de sécurité sociale est institué et institutionnalisé, ça ne pose pas de problème. Dans un État africain dans lequel la sécurité sociale n'existe pas, où les formes de solidarité passent par d'autres canaux que la sécurité sociale, on a des multinationales qui concurrencent les États. C'est-à-dire qui interviennent. Alors on peut penser que c'est un avantage concurrentiel. En tout cas, on peut analyser ces systèmes de sécurité sociale ou de prévoyance, de protection sociale mis en place par les accords cadres mondiaux comme des avantages concurrentiels, mais qui mettent en cause la légitimité des États. Et on voit émerger un nouvel ordre mondial qui est redessiné
par ces groupes multinationales, au travers des droits sociaux qui sont accordés de manière très large. On voit également dans cette reconstitution, et là je ferai vraiment le lien en effet avec ce qu'il a dit Christophe Radé, avec la notion de droit humain, la référence au droit humain plutôt qu'au droit des travailleurs. Un travailleur est un humain bien sûr, mais le droit du travail ne s'est pas construit par référence aux droits de l'homme. Bon, je passe, combien j'ai, c'est fini? Oui. Voilà, et ben c'est fini. Une dernière question pour ouvrir le débat sur la recomposition, puisque tout cela nous interpelle au niveau de la recomposition des niveaux d'exercice de la solidarité, si tant est qu'il y ait toujours une solidarité qui soit pensable dans ce monde. On voit bien qu'on a différents niveaux dans lesquels s'exerce la solidarité, l'Union européenne, l'État bien sûr au travers de l'intérêt général, les collectivités locales au travers de l'intérêt général local, les partenaires sociaux au travers de l'intérêt collectif. Les partenaires sociaux n'ont pas vocation à porter un intérêt général, ils n'ont même pas la capacité juridique à le faire. Pourtant, dans le Code du travail, on voit marquer cette référence à l'intérêt général concernant les partenaires sociaux. Et puis un intérêt commun qui se dessine et qui finalement serait à la jonction de tous ces intérêts. Et puis, on voit les parties prenantes, stakeholders, qui nous vient du droit anglo-américain, d'une certaine conception de l'État régulateur et non de l'État interventionniste, qui intervient, donc avec des solidarités qui se construisent au niveau européen, au niveau national, au niveau régional, départemental, et au niveau professionnel et interprofessionnel, avec donc ces parties prenantes dont on ne sait pas très bien quelle est leur représentativité. Et je passe la due diligence et je n'aurai pas le temps, et le concept de compliance, qui sont des concepts empruntés au droit anglo-américain, mais qui nous forcent à revoir complètement nos propres catégories, notamment la notion d'intérêt général. Merci.